L'école d'été de l'agriculture urbaine a pris place pendant 3 jours à Grenoble. En partenariat avec le lycée horticole de Saint-Imier, la capitale verte européenne a notamment accueilli à la ferme Millepousses une délégation québécoise. Invité du QG politique cette semaine, Éric Piolle se demande pourquoi le règlement intérieur du bois français, site géré par la métropole, autorise tous les maillots de bain, alors qu'une partie de ses élus lui avait demandé de retirer sa délibération sur le burkini. Et puis Pôle Sud envoie du bois, exit la glace, place au parquet pour accueillir samedi soir la finale retour du championnat de basket de Ligue 2 féminine entre le basket club La Tronche-Mélan et le leader Toulouse. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 20 mai 2022. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. L'Isérois Olivier Véran reste au gouvernement mais quitte le ministère de la Santé et des Solidarités. Il a été nommé cet après-midi ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et la vie démocratique. Olivier Véran est remplacé à la Santé par Brigitte Bourguignon et par Damien Abad aux Solidarités. Un poste moins médiatique pour l'ancien neurologue associé à la crise du Covid-19. Encore qu'avec la future Assemblée, il aura peut-être pas mal de travail de médiation à accomplir. En attendant, il pourra aussi se consacrer à sa campagne aux élections législatives sur la première circonscription de l'Isère. Le premier conseil des ministres, c'est pour le 23 mai à 10h. Pas ministre, mais bientôt plus député, en charge actuellement de la 5e circonscription. Catherine Kamowski a finalement décidé aujourd'hui de renoncer à briguer un second mandat. Élue sous la bannière de La République En Marche en 2017, elle n'avait pas été choisie par Renaissance, qui lui avait préféré sur ce secteur Florence G, maire de La Terrasse. Selon l'ancienne maire de Saint-Égrève, elle n'était pas en mesure de déposer une candidature conforme en raison de l'abandon de son suppléant hier et des pressions subies ces derniers jours. Comment rapprocher les espaces de production alimentaire des consommateurs dans les sociétés toujours plus urbanisées? Quelles techniques et quels impacts pour la santé? Excusez-moi. Autant dire que ces questions, on se les est posées à l'école d'été de l'agriculture. Lida Badreddine. L'agriculture urbaine s'enracine à Grenoble. Déjà 2 fermes dans la ville, des plantations sur les toits des immeubles et une 3e ferme en train de sortir de terre. Alors, ces lieux de proximité offrent la possibilité aux habitants de découvrir quelques produits locaux, comme ici, à la ferme Millepousses. Je vois qu'ils sont toujours aussi étonnés quand ils goûtent les pousses et qu'ils découvrent leur saveur aussi puissante. Ils s'attendent des fois à manger une extension de salade et en fait là ils se retrouvent avec des saveurs très anisées, très piquantes et ça crée toujours cette même surprise et ça plaît toujours autant. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vraiment réussi à démontrer dans le fond l'implantation sur un terrain de la ville et de développer un modèle entièrement basé sur l'agriculture. Ce jour-là, à la ferme urbaine Millepousses, des experts québécois sont venus se documenter et découvrir de nouveaux projets. Parmi eux, Éric, là aussi pour apporter le savoir et les idées qu'il met en place à Montréal, ville mondialement réputée pour son agriculture urbaine. On fait des tests. Actuellement, on a fermé une rue, on a enlevé les voitures. Il y a des gens qui n'étaient pas très contents, mais on a décidé de fermer cette rue-là en disant on va en faire un potager pour les citoyens et on va aussi y mettre des serres. Donc, on a pris ce qu'on appelle des abris tempo. Les abris tempo, en général, ça sert à abriter les voitures de la neige. Et là, on a dit on va prendre les abris tempo, mais au lieu de mettre des voitures dedans, on va mettre des légumes. Et tous ces échanges ont été impulsés par le lycée horticole de Saint-Imier, qui a dans l'idée de monter une formation sur l'agriculture urbaine. Dans une ville comme Grenoble, avec sa densité, pouvoir travailler sur l'agriculture urbaine et apporter à la population éventuellement une alimentation, un partage social, des jardins, c'est important. Et je pense que les jeunes aujourd'hui, c'est à ça qu'ils doivent se préparer. On a quand même eu une pandémie de 2 ans et ça a fait réfléchir beaucoup le monde de l'agriculture urbaine en se disant finalement, en cultivant dans la ville, est-ce qu'une ville pourrait être autonome un jour ? Mais vu le nombre d'habitants à Grenoble, il n'y aura jamais assez de production pour nourrir tout le monde, même si les idées continuent à germer. Et pour la découverte de la nature et de la biodiversité dans la métropole, des scientifiques et bénévoles naturalistes vous attendent dimanche sur l'espace naturel des Vouillons à Cessiné-Parizé. Au programme de cette journée, explore la nature, observez et écoutez les oiseaux, goûtez les plantes sauvages urbaines ou apprenez à inventorier la biodiversité du territoire en famille.
Du bois dévouillant au bois français, le site qui a entamé aujourd'hui sa saison d'été est également géré par la métropole, un lieu de baignade notamment, dont en ces temps de polémique sur le burkini, le règlement a fait l'objet d'une lecture attentive de la part du maire de Grenoble. Invité de notre QG politique cette semaine, Éric Piolle a souligné un point qui pourrait entrer en contradiction avec l'appel de 40 maires de la métropole qui lui avaient demandé de retirer la délibération sur ce maillot de bain couvrant. Au bois français, le centre aquatique qui est géré par la métropole, j'ai là le règlement intérieur. Et donc au bois français, l'article 3 dit que voilà, on peut se baigner dans toute tenue, maillot de bain, short de bain et tout autre vêtement dans un tissu conçu spécifiquement pour cet usage. Donc en fait, dans l'équipement qui est géré par la métropole, là c'est sa décision, le burkini n'est pas interdit. Et puis on peut également montrer ce document qui est issu là d'un réseau d'acteurs. Il y a le logo de la métropole ici, qui pointe le burkini. Interdire le burkini pour région religieuse est une discrimination. Donc ça sort là aussi d'une production métropolitaine. Donc on voit aussi le caractère, je respecte les opinions, et elles sont sans doute réelles, mais par contre, il y a un caractère totalement politicien. Je ne sais pas s'il y a des tables au bois français, mais la partie de ping-pong continue. Suite aux propos d'Éric Piolle, Christophe Ferrari, président de la métropole, et Henri Bayle pour le Grésivaudan ont adressé un courrier au président du syndicat d'aménagement du bois français aujourd'hui pour lui demander, lors du prochain comité syndical le 21 juin, de reconsidérer son règlement en concertation avec les acteurs du territoire. Un sujet dont il a encore été âprement discuté en conseil métropolitain cet après-midi. Je veux désormais que cette instance soit désormais consultée sur ces sujets qui impactent tous et qu'on ne se retrouve pas, nous, les maires, finalement devant une espèce de fait accompli où des positions tout simplement sont prises ici ou là. Aujourd'hui, c'est la ville de Grenoble, demain, ça pourra en être une autre. Par ailleurs, je vous signale que vous pourrez retrouver l'intégralité du QG d'Éric Piolle ce vendredi à 21h15 et samedi à 13h. Depuis plusieurs années, le département de l'Isère déploie des résidences artistiques en collège qui permettent chaque année à une dizaine d'établissements d'accueillir une équipe artistique pendant 3 semaines. Pour la première fois, près de 150 collégiens se sont retrouvés à la Rampe, à Échirolles, pour restituer devant leurs camarades le travail mené cette année. Laurie Baillet. Ton collège. Et dans ton collège, une classe de 4e. Et dans cette classe, Jasmine, l'héroïne. C'est le point de départ de ce spectacle collaboratif, participatif, conçu au cœur d'un réel établissement scolaire entre jeunes isérois et professionnels des arts pendant 3 semaines. Au programme, temps d'échanges, ateliers et répétitions. On avait des temps souvent le matin où on était en classe ou dans des salles pour vraiment pratiquer la danse ou le théâtre avec les jeunes en proposant des exercices, des impros, des échauffements. Et puis il y avait un temps où on se réunissait vraiment entre artistes avec toute l'équipe pour s'en parler, essayer d'autres choses et commencer à fabriquer le spectacle. On va vivre un peu ce changement, ces états de corps qu'on peut ressentir à l'adolescence. Et du coup, ça raconte un peu la vie de collégiens coincés et en même temps rêveurs. Ce projet de création porté par le département profite chaque année à une dizaine de collèges isérois et chaque établissement travaille entre 50 et 100 heures avec l'équipe artistique, ce qui favorise l'immersion, la cohésion et l'implication. C'est une manière pour les jeunes de s'ouvrir effectivement à l'art, à la création, de rencontrer concrètement un artiste, de pouvoir aussi se livrer un peu autrement dans ces exercices artistiques, de prendre confiance en eux, d'être valorisés. Et souvent, les enseignants nous disent qu'ils découvrent ou redécouvrent leurs élèves à travers effectivement ces moments d'ateliers et d'exercices, effectivement, enfin qui ne sont pas que des exercices d'ailleurs de création. Cette année, ils étaient plus de 150 jeunes venus du collège olympique, Lucie Aubrac et Charles Munch, à monter sur les planches de la rampe d'Échirolles pour présenter leur travail aux camarades, une première. Moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il ne faut jamais stresser sur scène, parce que ça embête les gens et tout, de voir qu'une personne gênée, stressée et tout. Notre classe, elle s'entend pas très bien dans la vie de tous les jours. Et là, on a pu bien s'entendre, rigoler ensemble. Tout le monde soutient, tout le monde sait que c'est pas la première fois pour tout le monde. Même les autres collèges ont été sympas avec nous, donc je les remercie, c'était gentil. D'autres établissements scolaires participent à ce projet artistique, comme le collège Vercors à Grenoble et Henri Vallon à Saint-Martin-d'Air.
Et une autre journée de restitution est prévue le 31 mai au Grand Angle à Voiron. Les joueuses du BCTM sont aussi attendues sur les planches pour affronter Toulouse samedi soir en match retour de la finale de Ligue 2 féminine de basket. Mais vu l'enjeu, ce n'est pas le gymnase Charlet, mais la patinoire Pôle Sud qui accueillera la rencontre. Près de 3000 spectateurs sont attendus et une contrainte, transformer le lieu qui accueille hockeyeurs et patineurs en terrain de basket. L'opération Parquet flottant avait lieu ce vendredi matin, en partie par les joueuses elles-mêmes. C'est incroyable, rien que d'y être là. On n'a pas encore fini d'installer le parquet, mais la salle, elle est gigantesque. J'imagine même pas quand est-ce que ça va être rempli. Je pense que l'ambiance, elle va être dingue. Je pense que c'est un endroit génial. C'est une expérience folle pour la ville, pour le club. Je suis juste trop excitée à l'idée d'en faire partie et j'espère qu'on pourra ramener la victoire. Un club de Ligue 2 féminine qui, aujourd'hui, peut remplir un stade de plus de 3500 personnes, je ne vais pas dire que c'est exceptionnel, mais je pense que ça ne s'est pas encore vu. Donc le challenge qu'on a pris il y a 12 jours pour pouvoir réussir cet exploit est en train de réussir et est en train de prendre forme. Vous voyez qu'aujourd'hui, le sol a été mis en place, le plancher est mis en place. Les collaborateurs sont tous là et ont tous donné un coup de main. C'est magnifique. Pour moi, Jean-Claude Pic, depuis 30 ans, c'est une jouissance extrême. Beaucoup d'envie, beaucoup de détermination parce qu'effectivement, on a perdu le premier match là-bas sur une prestation qu'on estime inachevée. Donc on sait qu'on peut faire mieux en tout cas et je sais que les joueuses et toute l'équipe, staff compris, on mettra tout ce qu'il faut en œuvre demain soir pour que le match il ait une toute autre allure que le match aller. Et on espère bien que l'antre des brûleurs de loups, champion de France, permettra aux Isérois de renverser la vapeur. Les autres rendez-vous sportifs du week-end, on commence avec de l'athlétisme et les interclubs. L'entente athlétique de Grenoble accueillera la finale des championnats de France des clubs élites. Les 8 meilleures équipes françaises poseront leurs valises en Isère pour disputer le titre. Et de nombreux internationaux participeront à cette fête de l'athlétisme dont les frères Lavillenie. Début de la compétition dimanche au stade Bachelard de Grenoble. Il y aura aussi du mouvement et du football américain au stade Lady Guerre. Les Sonteurs recevront le Blue Star Marseille, un gros morceau. Les visiteurs premiers du championnat donneront du fil à retordre aux Grenoblois, 5e. Après s'être incliné contre Toulouse, 3e, ce nouveau choc, premier du spectacle. Rendez-vous samedi, coup d'envoi à 19h. Et puis pour les amateurs de sport automobile, le 38e rallye de la Matésine prendra le départ samedi matin de Pierre-Châtel. Les 150 concurrents traverseront les communes de la Motte-Saint-Martin, Lamure ou Saint-Michel-en-Beaumont. Les routes départementales sur leur parcours seront évidemment fermées aux autres automobilistes. On se quitte en musique avec le festival Magic Bus qui se poursuit à l'Esplanade de Grenoble jusqu'à samedi soir. Pour cette dernière, Amadou et Mariam seront de la fête, tout comme Mousse et Hakim, ex-Zebda, Marina Sati et Mama Candy. Belle soirée et excellent week-end à tous. Les dimanches à Bamako, c'est le jour des mariages. Les djemés et les dounous résonnent partout. Les balas et les tamas résonnent partout. La Cora et le Goni sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est le jour des mariages. Les dimanches à Bamako, c'est le jour des mariages. Les parents et les sympathisants sont au rendez-vous. Les copains et les voisins sont au rendez-vous. Les foulés et les djidis sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est le jour des mariages.